qui m'étonne toujours, c'est lorsque je parle dans des tas d'endroits différents, on me demande toujours, on me pose toujours la question suivante, et comment tout ça a commencé? La médecine. Qui, le premier, a eu l'idée de soigner quelqu'un? C'est vrai que c'est une question qui n'est pas absolument évidente, parce que je pense profondément qu'à partir du moment où il y a eu des groupes d'hommes, et parmi eux un qui était malade, il y en a un autre qui a essayé de s'occuper de lui. Et quand on lit alors les savants, on pense qu'on a commencé à faire de la médecine un peu organisée à partir du moment, à la même époque qu'on a commencé à enterrer les morts. Donc ça veut dire que on est là vraiment dans une... c'est pas le néolithique, hein, c'est le paléolithique là vraiment. Et d'ailleurs on a trouvé des outres avec des petits sachets, et ces outres étaient faites en peau de loutre pour qu'elles soient imperméables, et dans les petits sachets on a trouvé des graines, on a analysé les graines, et dans ces graines il y avait de la verveine, du tilleul, un certain nombre de plantes, plus ou moins valables, il y a même de la belladone qu'on a trouvé, enfin bon, toutes ces plantes médicinales, à côté en général de squelettes de femmes de Néandertal. Donc vraisemblablement, les femmes de Néandertal étaient déjà capables de soigner les groupes qui les entouraient. Alors, on peut imaginer, parce qu'on imagine quand même beaucoup de choses à ces époques-là, que progressivement, des nouveautés sont arrivées, en particulier que les sociétés ont commencé à s'organiser, que la notion de divinité est apparue, et que bien entendu, la maladie, entre autres, eh ben, ça ne pouvait être quelque chose qui venait de la divinité. Le père arrive à ce moment-là, ça tombe bien. Ça ne peut être que la divinité qui est responsable de la maladie. Et bien entendu, très rapidement, à côté de la femme guérisseuse du clan Néandertal, eh bien, sont apparus un certain nombre de personnes de plus en plus importantes qui non seulement se chargeaient du travail de prêtre, mais également qui se chargeaient du travail de médecine. La médecine devenait un pouvoir. Et pendant très longtemps, dans toutes les sociétés, quand on les analyse, eh bien, le médecin, le sorcier, c'est un pouvoir. Il va tirer un pouvoir de ça. Alors, quelle médecine fait-il? Ben, c'est très simple, c'est une médecine magique. Il ne peut pas être autrement. Certes, il a des remèdes, il a des recettes aussi. C'est-à-dire qu'il a des plantes qui peuvent guérir, il a des bouillons qui peuvent guérir, mais il a aussi beaucoup d'amulettes, il a aussi beaucoup de pratiques magiques qui permettent, soi-disant, de guérir. Et alors, je vous propose simplement de voir un peu d'un monde qui est plus proche du nôtre, celui-là, qui est le monde des Grecs. D'abord, chez les Grecs, comme dans toutes les mythologies, eh bien, on prend en compte la maladie et la misère. Vous savez comment c'est arrivé, la maladie et la misère sur Terre. Pour les Grecs, c'est très simple. C'est une femme, évidemment, c'est une femme. Ça ne peut être qu'une femme qui est responsable. Elle s'appelle Pandore. Hein, on lui donne une boîte et on dit surtout, il faut absolument que tu n'ouvres jamais cette boîte. Évidemment, Pandore ne peut pas faire autre chose que d'ouvrir la boîte, et en ouvrant la boîte, immédiatement la maladie, la faim, la mort, les épidémies sortent de la boîte. La fameuse boîte de Pandore. À partir de ce moment-là, les dieux devaient réagir. Alors ils réagissent par l'intermédiaire d'un dieu de la médecine. Un dieu de la médecine quand même en Grèce. Ben, il commence mal celui-là. Hein. On l'appelle Asclépios ou Esculape, tout le monde en a entendu parler. Ben, Asclépios, c'est le gars qui avait un bâton avec le serpent qui tourne au bas. C'est lui, Esculape. Asclépios en grec. Et donc, Asclépios, ça commence mal, parce que il est le fils d'un dieu, et ce dieu, c'est carrément Apollon, et d'une mortelle. Et cette mortelle, elle s'appelle Coronis. Et bien entendu, la mortelle est enceinte d'un enfant, et le dieu apprend, parce qu'il a le don de tout voir, Apollon, il apprend qu'elle le trompe avec un autre mortel. Ah, il envoie sa sœur, hein, qui est bien entendu Diane, si vous voulez, avec ses flèches, elle tue la femme. Et on met la femme, comme c'était la coutume à l'époque en Grèce, sur un bûcher pour faire disparaître le corps. Et à ce moment-là, Apollon a un remords, et il se dit, quand même, cet enfant qui est dans le ventre de cette femme, il faut quand même que je le sauve. Et il arrive, et il ouvre le ventre de la femme sur le bûcher, et il prend l'enfant. Qui est cet enfant? Ah, bien sûr, Esculape.
Asclépios, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il va faire de cet enfant? Parce que lui, le dieu Apollon, le dieu du soleil, il ne va pas s'occuper d'un môme, hein, donc il faut qu'il trouve une solution. Et il l'envoie au centaure Chiron. C'est le centaure Chiron, le gars avec sa barbe et ses pattes de cheval. Eh bien, il lui dit, voilà, tu vas lui enseigner ce que tu sais, c'est-à-dire la médecine. Et c'est comme ça, dans la mythologie grecque, que naît le dieu de la médecine. Bon, ça aurait pu très bien se passer, tout ça, parce que finalement, Esculape prend un peu de l'importance, il apprend des choses, il sait des choses, et il va donner à un certain nombre de gens qui vont se réclamer de lui, on va appeler les Asclépiades. Eh bien, ça va donner, bien entendu, toute une génération de ce qui va peut-être devenir un jour un médecin. Mais ça continue à mal se passer pour notre Dieu, pour notre Asclépios. Ça continue à très mal se passer, pour une raison très simple, c'est que cette fois, c'est Zeus qui va intervenir, et ce de façon directe, parce que ce voyou d'Asclépios, il a voulu ressusciter les morts. En utilisant le cendre de l'hydre de Lerne, il veut ressusciter les morts. Or, ressusciter les morts, c'est pas possible. C'est le travail éventuellement de Zeus, mais sûrement pas d'un petit dieu de rien du tout. Même le dieu de la médecine, il ne ressuscitera pas les morts. Cette histoire est très importante. Très importante. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a un homme que je vous amène, en fait, l'air de rien, et qui se profile derrière tout ça. Il va s'appeler Hippocrate. Hippocrate, d'abord, il vient de toute une famille d'Asclépiades, de ces hommes qui disaient qu'ils descendaient du Dieu. Ils ne descendaient pas plus du Dieu que moi je suis archevêque, donc, et ils ne descendaient pas. Mais ils avaient fait des temples. Et ils faisaient venir les malades. Alors c'était formidable la médecine à cette époque. Vous faisiez venir le malade dans le temple d'Asclépios. Et là, les malades, on les faisait dormir. Là, ouais, on dort. Et le lendemain, ils étaient chargés de raconter ce qu'ils avaient vu en rêve. Et selon leur rêve, eh bien, les médecins, Asclépiades, eh bien, interprétaient le rêve et leur donnaient le traitement qu'il fallait. Les malades se sentaient en général tout à fait bien et partaient guéris ou quasiment guéris. Ils donnaient des oboles au temple des Asclépiades. Telle était la médecine magique, bien entendu, avant l'heure d'Hippocrate. Alors Hippocrate, lui, il descend d'une famille d'Asclépiades. Son père, il s'appelle Héraclidès, son grand-père s'appelle Hippocrate l'Ancien, bien sûr, et il naît de cette lignée de médecins, et il travaille dans sa ville de naissance, dans son île de naissance, qui s'appelle l'île de Kos, qui se trouve, bien entendu, en Méditerranée, et dans cette île, et bien, peu à peu, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce petit Hippocrate? Eh bien, il se produit une révolution, c'est-à-dire qu'il dit, non, c'est pas vrai. La maladie n'est pas liée au Dieu. La maladie, c'est quelque chose qui a des causes, qui sont des causes qu'il faut que nous trouvions. Et il demande à ses élèves, pour essayer de comprendre ce qui se passe, de prendre des tablettes et de décrire tous les signes possibles et imaginables. Alors, les élèves, lui d'ailleurs, ils écrivent, ils notent, par exemple, les gens qui font une épilepsie, le grand mal épileptique, c'est impressionnant quand même. Eh bien, quels sont les signes des gens qui font le grand mal épileptique? Eh bien, ils notent, et, par exemple, ça revient régulièrement, ceux qui zézayaient, qui avaient le zézaiement, eh bien, très souvent étaient épileptiques. Aujourd'hui, c'est un peu faux, ben, vraiment faux. Il y a d'autres choses qui remarquent. Il s'intéresse beaucoup à une maladie des femmes, bien sûr, qui s'appelle l'hystérie. Et il dit, l'hystérie, ben, c'est très simple. Alors, toujours, là, le grec intervient et il dit, l'hystérie, ça doit être lié à l'utérus. L'utérus, ben oui, l'utérus qui n'a pas été fécondé, par exemple, à un moment, il va chercher ailleurs, il va être attiré par les autres organes, vers le foie, vers le poumon, et ça donne tous ces signes bizarres qui constituent cette maladie qui est l'hystérie. L'hystérie, ça vient de là, hein, c'est Hippocrate qui l'a décrite en premier. Il pense aussi, par exemple, que le glaucome, c'est lui qui invente le mot glaucome, en prenant le mot glaucos, qui veut dire la couleur de la mer, et ça, c'est des maladies qui conduisent à la cécité. Et il construit, à partir de vraies observations, d'une démarche réellement scientifique, il construit une théorie que vous n'en rendez pas compte, mais dont nous sommes encore aujourd'hui totalement imbibés. Par exemple, les Grecs ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur du corps, puisqu'on n'a pas le droit d'ouvrir un corps, on n'a pas le droit de faire une dissection. Alors bien sûr, parfois il y a des gens qui, au cours d'une bataille, on voit apparaître des organes, mais ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Donc,
s'ils peuvent décrire une maladie, les maladies extérieures, la pathologie externe, les phénoménons, comme on dirait, eh bien, on ne connaît pas la pathologie interne. Il faut donc l'inventer. Alors, c'est dû à quoi? Ben, vous êtes grec, vous êtes Hippocrate, et ben, obligatoirement, vous allez trouver une explication. Et cette explication, elle va avoir une importance considérable dans nos sociétés. Alors, c'est très simple. Pour lui, on a des tempéraments qui sont liés aux humeurs. Qu'est-ce que c'est que les humeurs? Eh bien, on a 4 humeurs, dit Hippocrate. Le sang, ça, on sait ce que c'est. La bile, ça, on sait ce que c'est. La lymphe, on sait toujours ce que c'est. Et puis, la bile noire ou atrabile. Ça, on sait moins bien ce que c'est. Mais à chacune correspond un caractère particulier. Le sang, eh bien, c'est le caractère sanguin, c'est le caractère colérique. On dit encore aujourd'hui, quand quelqu'un est un peu colérique, un peu rouge, qu'il est sanguin quand même. Il y a la bile. Ben là, la bile, c'est le bilieux, c'est celui qui se fait des soucis, celui qui est un peu jaune. Il existe toujours. Il se fait de la bile quand même. Il se fait de la bile. Il y a le lymphatique, ou phlegmatique. Alors, c'est lié à la lymphe. Donc, c'est un caractère particulier. Et puis, enfin, il y a l'atrabile. Ah, l'atrabile. Ou bile noire. Alors, bile noire, en grec, c'est mélanocolé. Mélanocolé, ça fait mélancolie, en français. La mélancolie, c'est-à-dire le bonheur d'être triste. Et d'ailleurs, ce mot atrabiliaire va être très utilisé. Molière, par exemple, quand il écrit le Misanthrope, il sous-titre « Ou l'atrabiliaire amoureux ». Donc, le mot est présent parmi nous. Hein, et ces humeurs d'Hippocrate, elles sont tout à fait présentes. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour expliquer la maladie? Eh bien, ça veut dire que ces humeurs ne s'entendent plus et que ça ne fonctionne pas. Et ça aboutit à quoi? Ben, ça aboutit à ce qu'on appelle les humeurs pécantes. Molière, encore Sganarelle, les humeurs pécantes. Celles qui pêchent. Et quand les humeurs pécantes, c'est-à-dire qu'elles pêchent, ben, il faut absolument les remettre en harmonie. Donc, il faut les enlever, ces humeurs pécantes. Comment on va faire pour les enlever? Eh bien, il y a 2 solutions. Soit elles sont dans le sang et on va faire une saignée, soit elles sont dans l'intestin, et on comprend qu'il y a des humeurs pécantes dans l'intestin, et on va faire un lavement. Et vous avez le traitement, la médecine, pendant plus d'un millénaire, saignée, lavement, clistère, saignée, clistère, lavement. Et regardez, écoutez encore, le malade imaginaire doit vous faire vibrer les oreilles, saignaré et purgaré, purgaré et saignaré. Autrement dit, toute la médecine, depuis l'Antiquité, pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle compris, voire XVIIIe, c'est encore saignaré et purgaré. Pour rajouter quelques médicaments là-dessus, qui sont des plantes, et vous avez la médecine de cette époque. Donc, vous allez dire, bah oui, bah, alors bon, d'accord, il a dit, Hippocrate, il est formidable, il a dit que finalement, c'était pas la médecine, c'était pas du haut Dieu, que c'était pas de la magie, que c'était autre chose. Ça, on comprend bien, c'est formidable. Mais enfin, est-ce que c'est suffisant pour en faire le père de la médecine? Peut-être pas. Alors, il est entouré de ses fils, de son gendre, qui s'appelle Polybe. Polybe dit le dogmatique. Et sur l'île de Cos, il fait un enseignement. Et cet enseignement, il va donner lieu à des livres. Pas peu de livres. Le corpus hippocratique, c'est 60 volumes. 60 volumes, où on aborde absolument tous les domaines de la médecine. La femme, l'orthopédie, les maladies extérieures, on imagine les maladies intérieures. Parfois, il y a des bonnes descriptions, le fameux hippocratisme digital, hein, avec les gens qui ont les doigts comme des baguettes de tambour. Tous les cardiologues connaissent bien ça, et les gens qui font de la pneumologie, parce que ça s'accompagne en général un état d'anoxie chronique. Il invente une méthode qui est la suppulsion hippocratique. Alors, on ne secoue plus beaucoup les malades pour savoir s'il y a de l'eau dans leurs poumons, mais enfin bon, c'était la méthode de l'époque. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même des apports, incontestablement, parce qu'il n'y avait rien avant, ça ne peut être que des apports. Mais aujourd'hui, ça n'a pas franchi les millénaires, on peut quand même le dire. Qu'est-ce qui fait que Hippocrate est ce qu'il est? Pourquoi on prête tous le serment d'Hippocrate? Ben justement,
à cause du serment. Mais pourquoi le serment? Eh bien parce que Socrate va mourir. Socrate va mourir, ils sont contemporains, ils se connaissent. Socrate va mourir, et Socrate en mourant, alors je ne vous fais pas, je voudrais bien le faire parce que c'est passionnant, la mort de Socrate, le procès de Socrate, qui était Socrate, sa femme Xanthippe, ses élèves, Platon, Xénophon, enfin, c'est passionnant, mais il meurt. Il meurt en parlant à ses élèves. Il a été condamné, comme vous le savez, entre autres, pour corruption de la jeunesse. Il parle à ses élèves. Et qu'est-ce qu'il leur dit? La dernière phrase qu'il leur dit. Nous devons un coq à Asclépios, payez-le, ne l'oubliez pas. Et il meurt. La dernière phrase de Socrate, c'est nous devons un coq. Le coq, c'était l'animal qu'on sacrifiait à Esculape, à Asclépios. Nous devons un coq à Asclépios. Payez-le. Payez-le, ne l'oubliez pas. Imaginez, Platon, putain, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quand même, le maître est mort en disant ça, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous passer comme message? Vers qui va-t-on se tourner pour expliquer ça? Pour le médecin qu'aimait ce temps. Et on va demander à Hippocrate, qu'est-ce qu'il veut dire? Hippocrate ne comprend pas plus que les autres, à l'évidence. Simplement, à partir de ce temps, parce qu'on a quand même, nous, pour réfléchir en faisant un peu d'histoire, on n'a que des dates. Simplement, à partir de ce moment-là, Hippocrate, lui, ne s'occupe plus de médecine. Il ne s'occupe plus que d'une chose. Il s'occupe que d'éthique, que de déontologie. Et il écrit les aphorismes, il écrit des choses qu'on peut se voir avec la profession de médecin, avec l'éthique du médecin. Parce que, quelque part, il lui revient en tête la fameuse histoire d'Asclépios lui-même. Zeus l'a condamné à mort, n'oubliez pas. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu ressusciter les morts. Et Hippocrate se dit, si un jour, peut-être, nous serons capables de ressusciter des morts. Alors, vous ne pouvez pas deviner qu'aujourd'hui, on peut faire des circulations extracorporelles sur le trottoir, que l'on peut faire des actes extraordinaires pour sauver des gens qui, apparemment morts, peuvent être récupérés, pas toujours complètement, mais parfois complètement. Après un arrêt cardiaque, on peut récupérer les gens aujourd'hui. Sans doute moins à l'époque d'Hippocrate, c'est bien vrai, mais il se projette en disant c'est une responsabilité absolument incroyable des médecins, et ça ne sera possible que si ces médecins, eh bien, ont en eux-mêmes une éthique absolument parfaite, pour qu'ils ne puissent pas être condamnés par les autres hommes, bien entendu, mais surtout par les dieux. Et donc, il a ça en tête, et cela va aboutir à ce fameux serment, ce sermon d'Hippocrate, quand même, mais quand même pas, Hippocrate c'est 400 avant Jésus-Christ, hein, quand même, et aujourd'hui, en 2019, les nouveaux médecins à la faculté de médecine de Paris-Descartes vont prêter serment en donnant ce fameux serment qu'a écrit Hippocrate si longtemps avant. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur Hippocrate, parce que vous vous rendez bien compte que c'est le personnage qui nous lie tous comme un pacte que nous avons avec Hippocrate. Puisque tous les médecins du monde, pour ainsi dire, reconnaissent ce que je viens de vous dire, hein, qu'il n'y a rien d'original, en disant simplement que Hippocrate, c'est le premier qui sépare la médecine et la magie, et le premier qui s'attache à cette notion qui n'existait pas avant lui, qui est la déontologie et l'éthique médicale. Alors on va changer de sujet maintenant, bien sûr, pour parler d'un monde que j'aime particulièrement, mais qui a connu bien des soucis, qui est le monde, cette fois, des chirurgiens. Des chirurgiens. Alors, soyons clairs, pendant des siècles, la chirurgie, ça a été relativement simple. La chirurgie, c'était d'abord quelques opérations, comme celle dont je viens de vous parler, faire une saignée, ça s'appelle une phlébotomie. Il faut voir une artériotomie, on est obligé de couper une artère ou une veine au niveau du bras pour enlever du sang. Et pendant très longtemps, ça a été, je viens de vous l'expliquer, une des grandes techniques pour sauver les gens. Alors on savait faire quelques opérations, les Arabes particulièrement savaient même faire des cataractes il y a très très longtemps. Et puis on va se mettre au début du Moyen-Âge, en France par exemple, en Europe en tout cas, les seuls qui sont capables de faire des soins chirurgicaux, eh bien ce sont des clercs, ce sont des prêtres. Parce que personne n'a aucune connaissance, personne ne connaît le latin, personne n'a pu lire les livres
anciens, sinon ceux qui obligatoirement sont des prêtres. Et donc, les gens vont voir les prêtres dans tous ces monastères qui couvrent la France et l'Europe, pour tout dire, à cette époque, pour aller se faire soigner. Ça ne plaît pas complètement au bout d'un certain temps, alors que c'est quand même Saint Benoît qui a dit « Tu t'occuperas de ton prochain comme tu t'occuperais de Jésus-Christ lui-même ». Mais au bout d'un certain temps, les années passent, les siècles passent, ça ne plaît pas complètement à l'Église. Parce qu'ils se disent, mais finalement, les gens vont voir les prêtres dans les couvents, c'est plus pour le salut de leur corps que pour leur salut de leur âme. Il a fallu 4 conciles quand même, pour qu'on sorte cette phrase qui va être un arrêt de mort pour la chirurgie. L'Église abhorre le sang. L'Église déteste le sang. Ça veut dire que tous ceux qui sont prêtres ne peuvent plus utiliser du bistouri et ne peuvent plus faire d'actes chirurgicaux. Ah oui, c'est gentil, mais enfin, les gens, ils ont quand même besoin d'un certain nombre d'actes chirurgicaux. Alors, qui allait voir? Eh bien, les seuls qui, au Moyen-Âge, ont des outils qui coupent. Rien ne coupe au Moyen-Âge, sauf chez les barbiers, le rasoir. Et c'est pour ça que les barbiers deviennent chirurgiens. Alors attention, les barbiers, soyons clairs, ils ne connaissent pas le latin, ils n'ont pas lu Aristote, ils ne savent rien de ce qui pourrait être demandé à quelqu'un qui fait vraiment un acte médical. Ils travaillent sous les ordres des médecins qui, eux, ne touchent pas, ils n'ont pas le droit de toucher, ils ont le droit de toucher à un bistouri, mais ils peuvent donner des ordres. Et donc, les barbiers, pendant des siècles, vont être ceux qui vont assurer la chirurgie. Et ça se passe pas toujours très bien quand même, il y a des grands heurts, il y a une école qui se fait à Paris, hein, c'est l'école de Saint-Côme, où les chirurgiens essaient de s'organiser, mais enfin, ils ne sont pas thésés, ils ne sont pas bacheliers, ils n'ont pas lu les grands auteurs, et donc ils ne peuvent pas être considérés comme des gens véritablement au même niveau que les médecins. Donc ce sont des manouvriers. Et cette situation de manouvrier des chirurgiens va durer, et les chirurgiens, quand même, un certain nombre, commencent à en souffrir. Et nous sommes sauvés, nous les chirurgiens, parce que vous savez, bien sûr, dans le cas, bien sûr, nous sommes sauvés par le cul de Louis XIV. Parce que Louis XIV avait une fistule anale. Une fistule anale. Et cette fistule anale, eh bien, elle l'handicapait beaucoup. Il paraît qu'il n'avait pas une hygiène personnelle absolument parfaite, le roi Louis XIV. Enfin bon, en tout cas, il montait beaucoup à cheval, et il avait perçu qu'il y avait une boule qui sortait au niveau de sa fesse en temps, puis que ça s'ouvrait, qu'il y avait du pus qui coulait. Alors quand le pus coulait, c'était bien, puis après, la fièvre revenait. Enfin bon, une fistule anale. Et il était soigné, bien entendu, par les médecins. Qu'est-ce que lui prescrivaient les médecins? De l'eau minérale, ça lui plaisait à moitié l'eau minérale, des saignées, et puis des lavements. Il a été quand même lavementé jusqu'à 16 fois dans la même journée, quand même, Louis XIV. Pas mal, 16 fois, quoi, hein. Alors la saignée, il n'aimait même pas, hein, franchement. Alors son médecin, qui, je ne sais pas s'il a de la famille, qui a un rapport avec notre collègue Jean-Yves, mais il s'appelait Fagon. Et Fagon, eh bien, lui, il trouvait qu'il mangeait beaucoup trop. Sire, en fait, c'était un vrai glouton. Hein, sire, vous mangez trop, c'est trop riche que vous mangez. Prenez, il y a une nouvelle eau qui vient de pas, c'est l'eau de Châteldon, goûtez l'eau de Châteldon. Alors, l'eau de Châteldon, lui, il préférait le vin de Bourgogne, hein, je vais tout de suite. Bon, et puis il guérissait. Un an passe. Il y a un moine qui arrive avec une pommade il mettait de la pommade sur la fistule anale, évidemment ça ne pouvait pas marcher, donc il mettait de la pommade, ça ne marche pas. La fistule ne guérissait pas. Et Louvois, Premier ministre en quelque sorte, va voir le roi et lui dit, écoutez, sire, on parle beaucoup dans les capitales du monde, le monde à l'époque c'est l'Europe, hein, on parle beaucoup dans les capitales du monde, on pense que vous êtes à l'article de la mort. Oui, je ne vais pas très bien non plus, ça me gêne beaucoup, les médecins ne me guérissent pas. Et il lui dit, écoutez, sire, il faudra absolument que vous consultiez le barbier chirurgien de la cour, parce qu'il y avait un premier barbier chirurgien à la cour, bien sûr, pour faire les phlébotomies, pour faire les saignées.
Et ce barbier chirurgien, il s'appelait Félix. Il ne sait pas beaucoup de choses sur Félix. C'est un homme gentil, modeste. Il soignait même des gens gratuitement. Alors à l'époque, soigner des gens gratuitement, c'est absolument invraisemblable. Donc, soigner des gens gratuitement. Il fait voir. Alors, il dit, oh, je vais examiner le roi si le roi me le demande. Alors la scène se passe, vous voyez, nous sommes. C'est Madame de Maintenon qui est devenue l'épouse morganatique de Louis XIV. Ça se passe à la cour de Versailles. Vous avez la galerie des glaces. Toute la cour est là. Les dames avec leur machin. Les hommes sont là tous avec leur chapeau et tout. Et le roi va se faire examiner devant tout ce monde en soulevant son truc, baissant, hein, par Félix qui regarde la situation et qui dit « Sire, je vois le problème, en effet, il faut faire une opération. » Or, le roi fait un peu le malin, il lui dit « Opération facile. » Non, dit Félix, il faudra faire l'opération cruciale. Cruciale, oui, cruciale. C'est une opération, dit Félix, qui était un type sans doute très bien et très modeste, dit « Non, je n'ai pas une grosse expérience. » Alors, le roi Louis XIV retrouve sa superbe et lui dit « Écoutez, Félix, vous allez vous entraîner, mes galères et mes prisons vous sont ouvertes pour vous entraîner, il n'y a aucun problème. Vous prenez tous ceux dont vous voulez pour faire ce qu'il faut. » Et alors, c'est ce que fait Félix. Félix va s'entraîner sur les prisonniers. Alors, la fistule anale était très banale à l'époque. J'espère qu'il n'a opéré que des gens qui avaient des fistules anales. Mais enfin, peut-être, on peut imaginer qu'il l'a fait chez d'autres. Il met au point des instruments que vous pouvez aller voir encore au musée d'histoire de la médecine. Il invente un bistouri absolument magnifique, en argent. Parce que c'est pas un bistouri en fer qui va quand même toucher le cou du roi. Il faut quand même quelque chose de sérieux. Et puis un spéculum, hein, parce que la fistule anale, pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette partie de la médecine, c'est la communication entre l'intérieur du canal anal et l'extérieur, au niveau de la fesse. Donc quand même, c'est quand même une vraie opération. Vous imaginez. Alors cette opération que va faire Félix, pour laquelle il s'est bien préparé, va se passer en novembre à Fontainebleau. Le roi, paraît-il, a été très courageux. Ça se passe quand même sans anesthésie. Hein. Comme à l'époque, Louis XIV, il n'y a pas d'anesthésie. Le roi est très courageux. Louvois lui tient la main. Il paraît que les ongles du roi lui ont pénétré dans sa main. Donc il a bien serré, le roi. Et puis il y a Félix avec ses aides qui fait l'opération. Heureusement, Madame de Maintenon ne reste pas sans rien faire. Elle dit, pendant qu'on va faire l'opération, il faudra que mes demoiselles, vous savez, les demoiselles qu'elle élève, il faudra que ces demoiselles soient présentes pour soutenir le roi. Et elle demande à M. Lully, lui-même, de faire un air, une belle chanson pour qu'on puisse chanter pendant toute l'opération et donc aider. Et cette chanson, elle s'appelle « Dieu sauve le roi, Dieu sauve le roi ». Cette chanson est magnifique. Et il y a un homme qui passe qui est en exil. Il s'appelle Jacques II Stuart, il va devenir roi d'Angleterre, il ne le sait pas encore, mais il dit, si jamais un jour je deviens roi d'Angleterre, eh bien cette chanson magnifique, je la prendrai comme hymne national. Eh bien ça s'appelle maintenant le God Save the Queen, parce que c'est quand même cette chanson-là qui a été chantée ce jour-là par les demoiselles de Madame de Maintenon. Si bien que les Anglais, qui parfois jouent la superbe, ne savent pas que leur hymne national a quand même été composé pour le cul de Louis XIV. Donc le roi est guéri. Et non seulement il est guéri, mais parce que ça se passe au-dessus. Parce que qu'est-ce qu'a fait en fait Félix? Il a retrouvé avec une sonde cannelée le trajet de la fistule, il a pris un bistouri, il l'a ouvert en deux, quoi, grosso modo, il a fait des pansements à plat. Mais heureusement, Félix, qui est un malin, avait une arme secrète. Il faisait ses pansements avec du vin de Bourgogne. Un petit coup de pommard, schlaf, sur les fesses, là, et la guérison, en quelques mois, la guérison se produit. Je dois rendre hommage au roi Louis XIV parce que le jour de l'opération, le soir même de l'opération, il y avait conseil du roi. Il n'a pas annulé le conseil du roi. Il est venu au conseil du roi. Or, malheur, c'est la situation. Au conseil du roi, tout le monde est debout, sauf un qui est assis, et justement, c'est le roi. Peut-être que ce jour-là, il aurait préféré ne pas trop s'asseoir, mais il est resté assis, chapeau sur la tête, et il a écouté le conseil du roi ce jour-là même. Donc, vous voyez, quand même, c'était un monsieur d'une certaine courage, Louis XIV. Et donc, il était ravi d'être guéri au bout de quelques mois, grâce aux bons soins de Félix. Alors, il l'anoblit. Hein, il donne une terre, il donne beaucoup de sous. Et puis, un jour, il le voit et lui dit « Mais Félix,
qu'est-ce que tu voudrais pour toi? Pour toi vraiment, que je fasse quelque chose pour toi. Félix, écoutez, sire, moi ce que je voudrais, eh bien c'est pour les gens de ma condition, qui pourraient apprendre le latin et aller à la faculté, qu'ils puissent devenir docteurs en médecine tout en étant chirurgiens, et que ainsi vous sépariez définitivement la barbarie de la chirurgie. Écoute, oui, écoute, tu réfléchir. Et quand même, Louis XIV, c'est un fin politique. Parce que, bien entendu, les médecins sont fous furieux, que ces petits laquais, bottés, moustachés, puissent devenir, comme eux, des médecins. Pas question. Surtout qu'à l'époque, les chirurgiens devaient payer une obole pour exercer. Ils la payaient aux médecins. Donc, en particulier, le doyen de la faculté de médecine, hein, qui était vraiment un type très redoutable, il était absolument contre cette mesure. Et le roi Louis XIV réfléchit un peu, et il n'autorise pas, finalement, les chirurgiens à exister en tant que tels, mais en revanche, il dit que les barbiers ne doivent s'occuper que de barbe, ou de perruques. Ce qui était assez habile, parce que les perruques, à l'époque, ça rapportait beaucoup d'argent, la perruque. Vous savez, c'est quand même l'époque où on avait des perruques. Et donc, comme ça rapportait beaucoup d'argent, eh bien, les gens étaient absolument ravis de faire de la perruquerie et bien entendu de la barberie. Et très peu, relativement peu en tout cas, se dirigeaient vers la chirurgie pure et dure. Mais il a quand même fallu attendre son successeur, et bien un certain nombre d'années quand même, pour qu'on crée l'Académie royale de chirurgie, qui allait attirer tous les chirurgiens d'Europe, grâce à un chirurgien que vous avez peut-être entendu, vous connaissez le nom, qui s'appelle M. de la Péronie, qui a été un très grand chirurgien et qui a créé cette académie. Et il a fallu attendre ce temps pour que, tout de même, à un certain moment, par exemple moi-même, mais pas mal d'autres ici, nous soyons chirurgiens, docteurs en médecine, et que nous ayons le droit d'être les deux en même temps, parce que pendant très longtemps, les médecins nous ont considérés comme des manœuvriers. Je dirais qu'encore, dans un certain nombre de cas, la situation perdure. Voilà ce que je voulais vous dire sur les chirurgiens. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées d'histoire que je pourrais vous raconter, si vous le souhaitez? Pas un sujet qui vous plairait? Ambroise Paré. Ah, Ambroise Paré. Bon, ben d'accord. Chabat, d'accord. Ambroise Paré. Alors, Ambroise Paré, justement, c'est un barbier. C'est un barbier chirurgien. Il ne connaît pas le latin. Il le fait qu'apprendre, il a appris avec... D'abord, c'est comme ça qu'on était formés. Au départ, on affûtait les rasoirs, les lancettes. Simplement, il est particulièrement, dès le début de sa carrière, il est particulièrement habile, d'une part, et puis d'autre part, il est aussi très ingénieux. Mais il va être, comme tous ces chirurgiens, employé en fait par les nobles de son époque, et emmené pendant les guerres, ils accompagnaient, et on sait très bien, quand un noble avait un barbier chirurgien avec lui, les soldats se retrouvaient et disaient, au moins s'il m'arrive quelque chose, le barbier chirurgien sera là. Et Ambroise Paré est connu de tout le monde parce qu'il a inventé une technique chirurgicale qui est vraiment la base de la chirurgie, puisqu'il invente la ligature artérielle. Alors comment ça se passe une amputation? Avant Ambroise Paré, c'est très simple. Vous avez une amputation, et puis le gars arrive, et c'est une amputation traumatique, bien sûr, c'est un boulet de canon, ou bien, Ambroise Paré va d'ailleurs écrire un livre là-dessus, c'est une nouvelle plaie, comme on les fait maintenant avec des nouvelles armes, terribles, des arquebuses, l'arquebus, c'est des pierres qu'on envoie qui dilacèrent le membre. Il faut donc couper après. Parce qu'on ne peut pas sauver le membre, il y a des esquilles osseuses et tout, on ne peut pas sauver, donc il faut couper. Alors on va couper, mais jusque-là, eh bien, on ne mettait pas une ligature sur l'artère. Mais comment, alors vous allez me dire comment se fait l'hémostase, comment ça ne saigne pas? C'est très simple, on a 3 tisonniers au feu, ça s'appelle un bistouri électrique. Il n'est pas électrique là, mais c'est le même principe, je rappelle quand même que le bistouri électrique, hein, que vous le vouliez ou non. On prend les tisonniers, puis au moment où
on a coupé ou on tient encore le membre, on crame tout, ça fait. Alors ça arrête le saignement, hein, bien sûr. Je rappelle aussi une chose, c'est qu'on n'a toujours pas inventé l'anesthésie. Si vous voulez, je vous en parlerai après, mais on n'a toujours pas inventé l'anesthésie. Donc ça brûle. Et là, en général, bon, bah oui, ça fait une douleur épouvantable. Bon, les gars, ils devaient être quand même très courageux, tous ces types. Bon, le risque, c'était surtout au bout de 4-5 jours, ce qu'on appelle la chute secondaire d'escarre. C'est-à-dire que la croûte qui s'était faite tombait, et l'artère se remettait à saigner, en général, ça c'était. Et alors, l'idée d'Ambroise Paré, elle vous semble d'une évidence aujourd'hui. Il dit, ben, ouais, il y a l'artère fémorale qui est là, il y a un gros tuyau quand même, l'artère fémorale. Et il prend des crins au niveau de la queue du cheval de l'ambulance, et il fait un nœud, 2 fois, clac, sur l'artère fémorale. C'est pour ça que les crins chirurgicaux, on appelle ça encore des crins, hein, le flexocrin et tout ça, tous ceux qui font de la chirurgie savent ça, on dit que c'est des crins, mais c'est les crins de cheval, c'est les crins du cheval d'Ambroise Paré. Et donc, on dit qu'il l'a inventé, n'exagérons pas, n'importe quel type qui a fait un peu de chirurgie, même dans les périodes antérieures, ne serait-ce que Galien, qui a quand même été le chirurgien de l'école de gladiateurs de Pergame, il a dû voir des artères qui saignaient, et n'importe quel type qui a un petit peu la tête sur les épaules, il a dû mettre son doigt dessus, et éventuellement mettre une ficelle dessus. Donc, on sait qu'il ne l'a pas inventé. En tout cas, c'est lui qui l'a rendu populaire, et c'est son grand... Alors, il a été appelé pour tous les grands problèmes de l'époque, en particulier lorsque Henri II prend la fameuse lance au niveau de l'œil. Il voit le problème, parce qu'il avait déjà sauvé un noble, qui était le duc de Guise, je crois, où la lance était rentrée aussi dans l'œil, comme ça, vers la tête. Le gars était encore vivant, hein, donc, et il a l'idée très intelligente pour l'époque, alors que la lance est rentrée comme ça, avec le harpon en quelque sorte, au lieu de tirer pour la sortir, dans le mauvais sens, il la pousse, il la fait sortir dans le bon sens. Et le duc de Guise se retrouve balafré, certes, mais quand même vivant. Donc, oui, il a fait quand même quelques coups de génie comme ça. Et puis surtout, il y a cette fameuse histoire que je raconte pour Charban, parce que je suis sûr que ça va lui plaire beaucoup, il la connaît d'ailleurs sûrement, c'est avec Charles IX, le roi. Il a été quand même chirurgien de 4 rois de France. Hein. Et Charles IX a besoin d'une opération, et il voit Ambroise Paré, il dit, bon Ambroise, il faut que tu m'opères. Ambroise lui dit, oui sire, bien sûr, je vous opère, mais tu vas m'opérer un petit peu mieux que tous les gueux que t'opèrent tous les jours, hein. Et Ambroise Paré dit, ah ça sire, c'est impossible. Comment ça impossible? Mais je suis ton roi, dit Charles IX. Et Ambroise a cette phrase formidable, oui, mais j'opère mes gueux comme des rois. La grande image de... Alors, c'est intéressant parce que quand on fouille un peu l'histoire d'Ambroise Paré, ça va un peu loin quand même quelque part, en ce sens que il est avant l'heure le côté un peu râleur français. Hein. D'abord, il est plus ou moins protestant, il ne le dit pas, mais enfin, il est plus ou moins protestant. Il ne parle pas le latin, mais il publie quand même en français. Il dit ça va être le français qui va être la langue, demain qui va être la langue importante. Il s'oppose à peu près à tous ceux qui disent quelque chose en matière de médecine, il est toujours contre. Et il dit seul Dieu a la vérité. Enfin bon, aujourd'hui il aurait eu un gilet jaune. Hein, alors je vous parlais de l'anesthésie tout à l'heure, mais l'anesthésie, il faut reconnaître que c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas d'anesthésie. Et il faut se rendre compte quand même que, par exemple, prenons les guerres napoléoniennes. Napoléon, la bataille d'Eylau. Et l'eau, il fait moins 20, déjà, le soir de la bataille d'Eylau, moins 20 degrés. Donc, déjà, il n'y a plus d'eau, parce qu'elle est gelée. Et il y a eu 10 000 blessés, enfin, en tout, il y aura 10 000 morts dans la journée, 10 000, beaucoup. Et un nombre de blessés absolument incalculable. Et ça arrive à l'ambulance de la garde impériale, c'est-à-dire du baron Larrey. Il n'est pas encore baron d'ailleurs, ou s'il vient juste de l'être, enfin peu importe. Et il est en son ambulance ce soir-là, et il a 200 amputations à faire. 200 amputations. Alors on dit qu'il opérait très vite, bon quand même. Tous ceux ici qui ont déjà fait une amputation, quand même, ça prend un petit peu de temps, quand même. La technique et tout. Et ce qu'il fait, c'était sa technique, il mettait un garrot à la base du membre, avec Percy avait décrit un rétracteur qui permet de repousser les
muscles, et puis là, il sciait, et bien sûr, ça c'est horriblement douloureux, vous imaginez. Alors, il paraît que quand il faisait moins 20, les gars avaient un peu moins mal. Enfin, on leur fait boire quand même un petit peu une grande rasade de gnôle avant. Et puis, il disait, tu prends ta pipe, tu serres très fort ta pipe. C'était des pipes en bois avec un fût en terre. Et vous connaissez la phrase, quand la pipe tombait et que le fût se cassait, il avait cassé sa pipe. Et oui, mais c'est là d'où ça vient l'expression. Et l'arrêt, donc, parce que il faut bien se rendre compte que il raconte plusieurs histoires, non seulement en tant que chirurgien de Napoléon, parce que l'arrêt, il est passionnant, moi c'est mon héros, il a fait des guerres de la Convention, il invente les ambulances, il invente le SAMU en fait, hein, avec ces ambulances qui vont vraiment sur le champ de bataille, il opère les malades sur le champ de bataille, et il fait toutes les campagnes de Napoléon. Il commence par la campagne d'Italie, il fait l'Égypte, il fait l'Espagne, il fait évidemment la Russie. Et il était tellement aimé, dit-on, quand l'arrêt était avec une division, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient être sauvés que lorsqu'il a fallu traverser la Moscova gelée, je vous rappelle, hein, les soldats l'ont porté comme ça pour qu'ils ne mettent pas ses bottes dans l'eau, et ils l'ont porté sans qu'il se mouille pendant toute cette retraite de Russie. Donc vous voyez, une histoire absolument incroyable que celle de l'arrêt. Mais je continue cette histoire en vous disant qu'il n'y a pas d'anesthésie. Et comment va naître l'anesthésie? Comment on va avoir l'idée de l'anesthésie? Eh bien, c'est quand même incroyable, comme beaucoup de choses en médecine, hein, ça naît complètement par hasard. Complètement par hasard. Nous sommes à Hartford, dans le Connecticut, nous sommes, je crois, en 1848, quelque chose comme ça, et il y a un dentiste qui s'appelle Horace Wells, qui a fait à l'époque, hein, c'est des sectes protestantes extrêmement sérieuses et tout. Il a un copain avec qui il chante au temple le dimanche, et au temple le dimanche, eh bien, on peut bien sûr se voir tous les uns les autres. Mais cet après-midi, c'est un dimanche après-midi, il y a la fête à Hartford. Et donc il y a des boîtes, des foires véritablement, avec différents petits édifices qui proposent des attractions. Alors il y a le tir à la carabine, et puis il y a le gaz hilarant. Alors le gaz hilarant, c'est comme ça, on respirait une grande bouffée de gaz hilarant, et là on rigolait, et le fameux Sam Coulet, qui est l'ami de notre dentiste, eh bien, qui est un type triste, mais vraiment triste comme un jour sans pain, eh bien, monte sur l'estrade, et il lui dit, Horace lui dit, allez, vas-y, ça va te faire rigoler, t'en as besoin. Alors, il monte sur l'estrade, et il se met à respirer une grande bouffée de gaz hilarant. Et là, le gars qui n'a jamais ri de toute sa vie, il éclate de rire. Non seulement il éclate de rire, mais il titube un peu. Et en titubant un peu, il cherche la sortie de l'estrade, en quelque sorte. Et là, il ne voit pas qu'il y a un clou qui dépasse l'estrade. Et il se plante le clou dans le mollet. Et il tombe, et il s'arrache le mollet. Horrible, truc épouvantable. Horace, Sam, tu as mal. Et Sam dit, pas du tout, je n'ai pas du tout mal. D'ailleurs, bizarre quand même. 2 heures après, il passe voir chez lui comment est la plaie, qu'est-ce qui se passe. Et là, il se tord de douleur chez lui. Oh, je me suis arraché le mollet. Et là, comme toujours, un médecin observateur, un dentiste en l'occurrence, se dit, et si c'était le gaz qu'il avait respiré, qu'avait enlevé cette anesthésie? Ce gaz, c'est le protoxyde d'azote. Et donc, immédiatement, il comprend l'intérêt que ça peut avoir. Et le lendemain, il demande à celui qui s'appelait le docteur Colton, c'est-à-dire le gars qui avait la baraque droite, il n'était pas plus docteur qu'autre chose, et il s'appelait docteur Colton, il fait venir le gars avec le protoxyde d'azote, et il demande à son assistant de lui arracher une dent incarcérée, et il ne sent rien, il dit voilà, j'ai trouvé. Manque de chance pour lui, il veut faire une démonstration, et cette démonstration, eh bien, elle se termine mal, parce qu'il se trompe dans les doses, et il veut faire une démonstration au Mass General Hospital, donc le grand hôpital, auprès des chirurgiens, qui s'appelle Warren, le vrai chirurgien. Et il lui dit, voilà, je vais vous faire une opération, vous allez voir, ils ne vont rien sentir. Et puis malheureusement, il se trompe dans les doses, celui qui ont fait les soins se met à hurler de douleur, et vraiment, Warren le traite de très
très très haut en disant vraiment c'est une très mauvaise blague que vous avez faite, c'est absolument nul, et il le rejette totalement, et ce pauvre Horace décide de tout arrêter, et il va partir en France d'ailleurs, comme marchand de tableaux. Il reviendra après, enfin bon, c'est toute une histoire que je pourrais vous raconter aussi, mais c'est comme ça que naît l'anesthésie. Et puis quand même, il y a 2 ou 3 autres personnes qui essayent de suivre les traces d'Horace Wells, dont un de ses élèves qui s'appelle Morton. Et puis surtout, on trouve de nouvelles substances, l'éther. Et puis, alors l'éther c'était bien, mais c'est quand même pas une substance facile, notamment pour les accoucheurs. Vous imaginez un accouchement qui se passe à 2 h du matin, avec quoi on s'éclaire dans une salle d'accouchement au 19e siècle, à 2 h du matin, avec des bougies. Alors c'est vrai que l'éther, c'est quand même pas l'idéal. Et là arrive une nouvelle substance qu'on appelle le chloroforme. Les accoucheurs sont très intéressés, notamment un accoucheur écossais hein, qui trouve que c'est absolument génial d'utiliser cette nouvelle chose. Il l'atteste sur lui-même, il s'appelle Stuart, et il s'écroule avec ses assistants, parce qu'ils testent sur eux-mêmes le chloroforme. Tout le monde croit qu'ils sont morts, mais non, ils ne sont pas morts, ils sont simplement endormis, et il dit c'est génial, je vais pouvoir faire maintenant des accouchements sans douleur. Mais là, il se heurte à l'Église anglicane et à l'Église catholique, en disant, mais pas du tout. Il est écrit, tu accoucheras dans la douleur. Et donc, on ne peut pas faire ça. Et là, ils sont sauvés par quelqu'un formidable, qui est la reine Victoria. La reine Victoria, elle en a son 7e enfant, quand même. Enfin bon, 7e enfant, et on lui dit, mais on peut maintenant, avec un nouveau médicament, on peut ne pas avoir de douleur. Alors Victoria dit, oui, bien sûr, je veux essayer. Et donc, on essaye le chloroforme chez la reine Victoria. Et la reine Victoria, ravie, après, pour son 7e accouchement, elle ne sent rien du tout, alors qu'elle avait quand même souffert dans le passé. Elle dit, le docteur m'a donné ce produit merveilleux, et je n'ai rien senti, et ça s'est très bien passé, ce qui était très important. Pourquoi c'était très important? Parce que la reine Victoria était certes la reine d'Angleterre, certes elle était impératrice des Indes, mais elle était aussi la chef de l'Église anglicane. Et à ce titre, bien entendu, eh bien, elle va ouvrir en quelque sorte la possibilité des accouchements sans douleur et des traitements anesthésiques dans tout le Royaume-Uni, dans tout l'Empire, devrais-je dire, puisque elle a, au XIXe siècle de l'époque, elle est sans doute, elle dirige le premier pays du monde. Ça ne se passera pas aussi bien en France, je vous rassure tout de suite. L'accouchement sans douleur, ça date des années 50 seulement, 1950. Hein. Donc, il a fallu qu'il y ait de nombreux combats, qu'il y ait beaucoup de prises de parole, y compris politiques, où le Parti communiste est intervenu avec la fameuse, certains parmi vous la connaissent sans doute, cette fameuse clinique des métallos, les Bleuets, où on faisait des accouchements sans douleur dans les années 50, alors que c'était interdit encore partout en France. Donc il a fallu beaucoup de temps pour que cette idée de l'anesthésie là en l'occurrence pour les femmes qui accouchaient, s'impose, ne serait-ce que dans notre pays. Voilà ce que je pouvais vous raconter. Je peux encore vous raconter une ou 2 histoires, surtout si vous me lancez sur un sujet. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur Suzanne Noël? Sur Suzanne Noël. Sur Suzanne Noël, oui, je peux vous dire des mots sur Suzanne Noël. Suzanne Noël, c'est un personnage extraordinaire. Parce que c'est la première femme qui va s'intéresser à la médecine qu'on appelait cosmétique à l'époque, mais qui est la médecine esthétique. C'est bien de celle-là dont vous voulez parler. Et Suzanne Noël, c'est une époque où quand même, elle vit, bon, nous sommes fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Je ne sais plus exactement la date de ses dates de naissance et mort, je sais, c'est les années 50, mais cette femme, eh bien, elle veut être médecin. Elle veut être médecin, et à l'époque, il y a très peu de femmes qui sont médecins. Par exemple, il y a eu cette année, l'année où elle a passé son diplôme de docteur en médecine, il y a 178, je crois, femmes qui sont médecins, dont 98 à titre étranger, qui venaient faire leurs études en France. Donc il y a très peu de femmes françaises qui font leurs études. Et puis elles pouvaient faire leurs études de toute façon, que si leur mari était d'accord, il fallait que leur mari donne l'autorisation. Et elle s'est mariée à l'âge de 18 ans, son mari est plus vieux qu'elle, et il l'autorise à faire des études de médecine. Elle devient médecin,
Et elle comprend assez rapidement, un peu impressionnée tout de même par un personnage qui l'a beaucoup marqué, qui est Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, eh bien, c'est une femme qui est tout à fait en avance sur son temps, qui est une femme exceptionnelle, et qui a fait faire sans doute un lifting à Boston, et qui revient à un lifting du front, vraisemblablement, et qui explique à ce jeune médecin l'intérêt pour une femme de conserver une apparence jeune si elle veut effectuer son métier, son travail. Et donc, notre jeune femme veut faire ça. Là-dessus arrive la guerre de 14. Dans l'issue de la guerre de 14, son mari meurt, je crois me souvenir. Et elle a réussi à passer le concours de l'internat. À l'époque, interne des hôpitaux de Paris, avant la guerre de 14, c'était quand même remarquable. Et elle devient interne des hôpitaux, et elle devient l'élève de Brock, si mes souvenirs sont exacts. Et peu à peu, elle va essayer de faire de la médecine esthétique, on appelait ça la médecine cosmétique à l'époque, en inventant et en prenant un certain nombre de techniques, qui sont les techniques de lifting, puis après, elle va utiliser des techniques pour l'apparence corporelle, et elle va faire véritablement des choses tout à fait correctes. Elle va publier énormément, et elle va vraiment s'imposer comme la première chirurgienne esthétique en France, et sans doute dans le monde d'ailleurs, parce qu'il y a très peu de gens qui faisaient à l'époque la métier. C'était à peu près ça que vous vouliez que je dise sur Suzanne Noël. Elle a fait de la chirurgie sur les champs de bataille pendant la guerre 14-18. Oui, elle a surtout été au deuxième, enfin, parce que je sais, hein, elle a été au deuxième rang pendant la guerre de 14, où on envoyait, vous savez, tous les... Vous connaissez l'histoire, enfin, on va en profiter. La guerre de 14, c'est absolument incroyable, parce qu'il y a tellement de morts dans les premiers jours de la guerre de 14 que les responsables français se disaient on ne peut pas, c'est pas possible que les gens sachent ce qui se passe. Il y a quand même, dans les premiers jours, 100 000 à 200 000 morts jour. C'est une hécatombe. Et on avait prévu au départ que l'assistance publique et tout le de Paris recevrait tous ces soldats. Puis quand on voit la masse, on dit c'est pas possible. Et on met au point ce qu'on appelle les trains blancs. Et ces trains blancs, ils vont envoyer les blessés sur l'arrière. Et il y a quand même une histoire qui est formidable, qui est l'histoire des premiers combats de la Somme, où un homme qui s'appelle le capitaine Legrain va sauter sur une bombe, sur un obus, qui lui enlève la jambe. Les chirurgiens militaires de l'époque, pas tout retenu de ce qu'avait appris l'arrêt, enfin bon, peu importe, lui coupe la cuisse à 17 cm de la tête du fémur. 17 cm, c'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire que pour l'appareillage, ça va pas être facile. Bon, le gars, et puis, il bourre tout ça, sans faire tellement d'hémostase, sinon quand même une ligature. Ils avaient appris quand même que depuis Ambroise Paré, il fallait faire une ligature. Il bourre ça de charpie, je m'appelle la charpie, des compresses, si vous voulez, et on dit, hop, on l'envoie sur l'arrière. Il est dans la Somme, le mec, Legrain. Vous savez où est l'hôpital qu'il reçoit? C'est Biarritz. Biarritz. Vous imaginez, nous sommes en 1914, de la Somme à Biarritz en période de guerre, le train blanc, c'est pas le TGV, hein, avant qu'il arrive, et là, il arrive dans cet hôpital qui est commandé par un médecin militaire, qui d'ailleurs est un urologue au départ, qui s'appelle Jean Brault. Et Jean Brault voit arriver Legrain avec son écharpe qui est devenue toute rouge, bien sûr, de sang. Et il voit le mec plus blanc que sa blouse, quoi. Plus blanc que sa blouse. Et il dit, il est mort, hein, il est mort. Si, dit Jean Brault, j'ai entendu parler d'une technique qui consiste à aller prendre le sang chez quelqu'un d'autre et on ne connaît pas la transfusion sanguine. Et donc, il a passé dans les veines et les artères de celui qui a besoin de sang. Alors, les groupes sanguins, on ne connaît pas. Si, on devrait connaître, puisque Landsteiner, il a découvert les groupes sanguins en 1900, nous sommes en 1914. Oui, mais Landsteiner, c'est un Autrichien, donc c'est un Bosch. Donc si c'est un Bosch, on ne lisait pas les Bosch en France. Ben non,
Il y avait l'Alsace et la Lorraine entre les Boches et nous, donc on ne lisait pas les articles en allemand. Donc personne en France ne connaît les groupes sanguins. On ne sait pas. Donc on va transfuser ce qu'on a. Et ce qu'on a, eh bien en l'occurrence, c'est un gars qui va déjà un peu mieux, qui s'est un peu remis, qui est un breton, et à qui Jean Brault dit « Tu veux pas donner ton sang à ton copain, là, parce que tu vas mourir. Hein. » Et alors, c'est à la méthode de Krill, bras à bras, on se met les deux têtes, comme ça, tête bêche, bras contre bras, on fait... Il n'y a pas l'héparine non plus. L'héparine, hein. Et il n'y a pas le citrate encore, on n'a pas encore inventé ça, puisque on va l'inventer 2-3 ans après. Donc, un petit tube qui va faire passer le sang de l'artère radiale de l'un à la veine céphalique de l'autre. Et donc, et là, on voit peu à peu le grain qui se recolore, pendant que... Et donc, Jean Brault arrête. Et bien sûr, il y a quelques photos formidables, vous avez qu'à regarder dans les annales. On voit Jean Brault et son breton qui l'a sauvé, ils sont à côté de l'autre, c'est lui qui m'a sauvé, tout, formidable. Et vous savez combien de temps il a vécu, le grain? Il est mort à 98 ans. 98 ans. Ah, certes, son membre n'a pas repoussé, hein, le pauvre vieux. On a pu l'appareiller mal d'ailleurs, parce que, comme je vous ai expliqué, la section avait été faite un peu haute, mais il a vécu 98 ans. Et c'est la première transfusion sanguine que l'on a faite pendant la guerre de 14. Heureusement, Hustin, chirurgien belge, lui aussi, va inventer le citrate de soude qui va permettre de conserver le sang pendant 48 heures et donc l'emmener là où on en a besoin. Mais ça, c'est en 1917 seulement, c'était pas en 14. Voilà, ben, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire un peu sur ce panorama de toutes ces histoires. Je vous remercie de m'avoir invité à en parler. À l'hôpital européen Georges Pompidou, ça vous fait quand même quelque chose. Avoir fait la première ovation de Pompidou, c'était en juillet 2000. Et je peux vous dire que c'était un anévrisme abdominal que j'ai fait par laparoscopie. Parce que je disais, l'hôpital Pompidou, ça va être l'hôpital du XXIe siècle, il faut faire des opérations, montrer des opérations modernes. Voilà, voilà. Merci encore. Merci à vous.